Mon cours au printemps 2021 portera sur l'espace module de Hitchin et les applications de la théorie de forme automorphe. Cet espace de module a été d'abord inventé par Nagel Hitchin dans les années 80, qui était motivé par certaines équations différentielles de la physique mathématique. Il a été ensuite reconnu comme l'un des objets primordiaux dans le programme d'ordre géométrique, qui était bourgeonnant à l'époque. Par la suite, il a été découvert qu'il y a une relation directe entre cet espace de module et certaines questions qui apparemment étaient de nature arithmétique et d'analyse harmonique. Donc il y a un lien direct entre la fibration de Hitchin et les intégrales orbitales qui apparaît naturellement dans les formules des traces. Cette relation a été très fructueuse dans le sens que la structure géométrique de fibron Hitchin éclaire beaucoup la formule des traces et inversement. Il a été exploité et a été étudié en grand détail, qui a conduit à la résolution de certains problèmes très difficiles en forme automorphe, en particulier l'infondamental. Depuis la résolution du l'infondamental, nombreuses améliorations, aussi bien que sur le plan technique que conceptuel, ont été apportées à cette approche. Ces améliorations seront naturellement incorporées dans mon cours. Pour le cours d'aujourd'hui, je compte de me restreindre à des aspects plutôt arithmétiques du problème. Donc, au lieu de commencer directement avec l'espace de module de Hitchin, qui est un champ algébrique, je vais parler de l'ensemble de ces points, ou plutôt du groupe 8 des points. Donc cet appauvrissement de langage, en quelque sorte, nous interdit de parler de certains aspects, mais en contrepartie, ça nous permettra d'aborder certains problèmes de plus en plus élémentaires, sur lesquels nous reviendrons bien sûr ensuite avec l'aide de la géométrie. Mais aujourd'hui, on va partir d'un point de vue purement arithmétique. Donc on va commencer par un problème de comptage. Donc le comptage des fibrés sur une courbe algébrique. Je vais commencer par vous rappeler le comptage qui a été découvert par André Weil, qui est extrêmement simple, mais qui était en quelque sorte vraiment le point de départ de la méthode. Donc, on va commencer par le comptage de André Weil. Donc, soit X, une courbe qu'on va supposer toujours projective et lisse, sur un corps K. Donc nous avons fait quelques notations. On va noter F, rang F, le corps des fonctions rationnelles sur X
et donc état, le spectre de f et le point générique de la courbe x envisagée. Comme il s'agit d'une courbe, à part le point générique, les autres points sont tous des points fermés. Donc on va, pour chaque x dans l'ensemble x en valeur absolue, on va noter pour l'ensemble des points fermés de x, on va noter f de x, le complété formel de f par rapport à x. Et donc O de x, l'anneau d'évaluation, l'anneau des entiers. De f de x. Avec ces anneaux, on va former aussi un objet important, c'est l'anneau des adèles. Donc A, l'anneau des adèles. De f, donc qui est donc A est un produit sur tous les points fermés. Donc c'est pas un produit justement. Donc c'est l'ensemble des suites AX dans fx pour tout x pour tout point fermé de x, avec la condition que AX soit dans O de x pour presque tout x. Et donc, on a cet anneau des adènes, il contient l'anneau sous-anneau de façon évidente, l'anneau OA, qui est le produit de OX. Donc, on me demande que tous les AX soient dans OX, au lieu de presque partout. Et il était remarqué aussi que le corps global, le corps des fonctions rationnelles sur x, est aussi contenu dans A. Voilà. Donc voilà, on a mis en place des anneaux avec lesquels on va travailler. Il est à noter que dans le cas qui est le cas le plus important, dans la question de comptage, lorsque K est un corps fini, les anneaux OX et O de A sont définis comme des anneaux profinis, donc limite projectif des anneaux finis. Donc sont compacts. Et Fx et A sont localement compacts. Voilà. Donc ceci est important pour écrire, pour exprimer le nombre de points dans certains groupes 8, comme le groupe 8 est fibré, en termes de certaines intégrales, puisque sur les groupes localement compacts, il y a une théorie d'intégration.
Donc, suivant l'idée de Weil, on va décrire l'ensemble, ou plutôt le groupoïde des... on va écrire fib n la catégorie des fibrés vectoriels de rang n sur X. Donc les objets sont des fibrés vectoriels de rang n et les morphismes sont des isomorphismes de fibrés. Donc c'est une groupoïde. On va chercher à décrire ce groupoïde en termes adéliques. Et dans le cas des corps finis, on va chercher à écrire la masse de ce groupoïde en termes d'une intégrale sur le groupe des adèles. Je rappelle que si M est un groupoïde c'est une catégorie dont toutes les flèches sont des isomorphismes. Alors on note la masse de M et la somme sur l'ensemble des classes d'isomorphismes de M donc M iso, c'est l'ensemble des classes d'isomorphismes d'objets de M. Et pour chaque représentant d'une telle classe d'isomorphisme, on va mettre la pondération qui est l'inverse du groupe des automorphismes de M. Donc cette définition de masse a un sens évidemment lorsque l'ensemble des classes d'isomorphisme est fini et les groupes des automorphismes sont les groupes finis. D'accord? Et par extension, il a aussi un sens même si lorsque M iso est un ensemble infini, si on a la chance que la somme de ces nombres positifs est convergente. Donc, on va l'appeler aussi la masse de M. En l'occurrence, l'ensemble des classes d'isomorphismes fibres vectorielles n'est pas un ensemble fini. Voilà. Donc, on va donc le premier point noté est que si V est un fibré vectoriel de rang n sur X, alors la fibre générique de V qu'on va noter VF est simplement un espace vectoriel de rang n sur F. Donc il est isomorphe à F à la puissance n. En plus, pour tout point fermé X dans X, si on note V de X et la restriction de V, au disque formel en quelque sorte, qui est le spectre de O de X. Donc, on va noter X, le spectre de O de X,
Donc ceci est un module libre sur O de X et aussi isomorphe, donc est isomorphe à OX à la puissance n. Voilà. Donc après avoir remarqué ceci, on va bien entendu considérer un groupoïde auxiliaire, donc φ n avec un point qui consiste en les triplés V si de F et si X. Donc pour tout X dans X, où V est un fibré vectoriel de rang n sur X, si F est un isomorphisme de Fn dans Vf et si X est un isomorphisme de Oxn dans Vx. Et bien entendu, on a le morphisme de groupoïde de φ n pointé vers φ n qui consiste simplement à l'oubli des données auxiliaires que sont CF et CX. Et avec la remarque précédente, on a bien vu que ce morphisme est surjectif, essentiellement surjectif, dans le sens évident que je ne vais pas préciser. Et maintenant, on va remarquer que ce groupoïde est extrêmement simple à décrire. C'est un groupoïde discret, il n'y a pas d'automorphisme. On voit que ceci, si étant donné CF et CX, on a une flèche vers GLN de A, donc qui consiste à envoyer V CF CX sur la collection de GX, où GX est CF-1. Vous voyez, ce fibre vectoriel V, si on le restreint au disque formé pointé, donc spec de XX pointé, donc la restriction de V à ce disque pointé est équipée de deux trivialisations. L'une provient de la fibre générique, donc la trivialisation générique CF, et l'autre provient de la trivialisation locale, donc CX. Donc quand on a deux trivialisations, leur différence est un élément de groupe des jauges. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est GLN. Donc on a un élément GX et dans GLN de F de X. Et aussi, on voit bien que CF induira une trivialisation de Vx aussi pour presque tout x. De sorte qu'en fait, que Gx est dans GLN de OX pour presque tout x. Ce qui fait que la collection de ces matrices Gx forme bien un élément, une matrice
à valeur dans l'anneau des adèles. Voilà. Donc, et il est clair que ce morphisme est en fait une équivalence. Donc, fib n pointé et GLN de A est la même chose. Maintenant, avec cette description adélique de GLN de fib n pointé, il est facile de trouver fib n, puisqu'il s'agit simplement d'oublier CF et CX. Donc, de sorte qu'on voit bien que oublier CF consiste donc à quotienter par GLN de F, et alors que oublier le CX consiste à quotienter à droite par le sous-compact de GLN de A. Donc, fib n est donc équivalent à GLN de A. Donc, on voit bien qu'il y a un axiome de groupe GLN de F fois GLN de O de A sur GLN de A. Donc, GLN de F agit à gauche et GLN de O de A agit à droite. Ceci est aussi bien induit une bijection entre l'ensemble des classes d'isomorphisme de fibré et l'ensemble des orbites, mais aussi qui est plus fort, et que ça induit une équivalence de groupe 8 entre le groupe 8 des fibres victoriennes de rang n et le groupe 8 quotient. Donc on voit ici, je remarque qu'il y a en général, quand on a un ensemble M agit avec une action d'un groupe G, alors vous pouvez former un groupe 8 quotient MG, le groupe 8 quotient. De façon évidente. Donc les objets de M sur G sont simplement les éléments de M, alors que les flèches d'un élément à l'autre consistent en des éléments du groupe G qui envoient le premier élément sur le second élément, donc c'est le transporteur. Et c'est clair que cela forme un groupe 8 et ceci, sur le côté droit, si on prend le groupe 8 quotient, on aura une équivalence de catégorie entre le groupe 8 des fibres victoriennes de rang n et le groupe 8 quotient de GLN de A par GLN de F fois GLN de O de A. Voilà. Donc nous souhaitons de généraliser le comptage de Weil des fibres victoriennes de rang n sur une courbe aux fibrés principaux sous un groupe quelconque, et plus généralement sur un schéma en groupe sur la courbe. Et là, on voit bien qu'il y a un problème, c'est que le comptage de Weil s'appuie sur le fait que la fibre victorienne de rang n est nécessairement triviale au point générique. Donc, une autre façon de le dire, c'est qu'en fait, on a utilisé le terme de Hinberg 90 qui garantit l'annulation de cohomologie galoisienne de GLN sur n'importe quel corps. Donc, ceci n'est évidemment pas vrai pour une autre courbe. Donc cela nous conduira à nous restreindre à certaines, nous astreindre à certaines hypothèses qui garantiront l'annulation de cohomologie galoisienne, ou alors d'accepter une formule plus compliquée qui tient compte
de la non-annulation de cohomologie galoisienne. Donc voici donc on va parler de G fibré et cohomologie galoisienne. Donc on parlera de G fibré au lieu de fibrés principaux sous G pour faire une économie de langage. Donc on va considérer le G, pour nous, sera maintenant un schéma en groupe lisse de type fini sur X. Et un morphisme de E sur X muni d'une action de G et dit un G fibré étape un G fibré si après une localisation par exemple la topologie étale dans la topologie étale donc X' à X étale surjectif, alors le changement de base E' et E fois X' vers X' devient est isomorphe à G fois X'. L'isomorphie étant compatible à l'ensemble de G évidemment. Voilà, c'est ça. Et on cherche à étudier donc le groupoïde fibre G des G fibrés sur X. On va chercher à trouver une description adélique analogue à celle donnée par Weil pour les fibres vectorielles. Voilà. Et donc, on a et on verra pourquoi, mais on se restreint au cas où le corps de base K est tangébriquement clos ou un corps fini. Ces deux conditions nous facilitera l'étude de la cohomologie galoisienne. Donc d'abord le premier cas, où K est algébriquement clos. Alors on appellera X bar la fibre de E au-dessus de X du point X. Comme le corps de base est tangébriquement clos, cette fibre a un point. Donc, et non vide. Donc on a un point dans cette fibre et du fait que de l'hypothèse que G est lisse sur X, qui impliquera que le E est aussi lisse sur X. Et la licité nous permettra d'étendre n'importe quel point à un voisinage infinitésimaux ou formel.
Donc ça impliquera le E que EX, qui est E, la restriction à E au disque formel XX admet une section. Donc bien entendu ici on utilise l'hypothèse de licité. Et donc, le EX, donc ce qui est équivalent à dire que EX, donc il existe un isomorphisme. CX de GX dans EX. Donc on aura des trivialisations sur le disque formel. Donc c'est plus problématique au point générique, mais au moins on a pour le point générique, on a le théorème de Steinberg. On a le théorème, utilise le théorème de Steinberg. Ce théorème nous dit que lorsque K est un corps algébriquement clos, donc si le corps de base est algébriquement clos, et donc F est le corps des fonctions rationnelles sur une courbe sur K, alors H1, la courbe galoisienne de F de G au-dessus de F est triviale si G est réductif. Et si en plus on suppose que K est algébriquement clos et de caractéristique de K est 0, alors on a l'annulation, alors on a H1 de F de G est 0 seulement sous l'hypothèse que GF est connexe. Donc ici c'est le réductif connexe. Pour nous, réductif implique connexe. Mais dans caractéristique 0, on n'a pas besoin de l'hypothèse de réductive. Dans caractéristique positive, il y a des groupes unipotentes un peu pathologiques pour qui la courbe galoisienne est non nulle. Et en général, elle est même infinie. Et donc, sous l'hypothèse que si K est algébriquement clos, si G est un schéma en groupe au-dessus de X qui est dans la fibre générique dans un schéma en groupe lisse, de T fini, dont la fibre générique est réductif alors on a l'annulation de cohomologie galoisienne au point générique. Et aussi, on sait que les jets fibrés sur disque formel sont aussi triviaux, ce qui fait qu'on peut appliquer le procédé d'André-Weil, qui fait qu'on a le groupoïde fibre G est équivalent au groupoïde obtenu comme un quotient de G de A sur G de F
d'hyperjouer de O de A. Exactement comme dans le cas GLN, on n'a qu'à remplacer GLN par G. Voilà. Et si maintenant, si on se met dans la situation où K est un corps fini, alors au moins on peut s'arranger pour que la restriction de E au disque formel sont triviaux, en supposant que, on suppose que j'ai, en plus que j'ai des fibres connexes. Donc dans ce cas, d'après un théorème de Lang, on a que pour tout x dans x, donc la cohomologie galoisienne de G, donc je note cas de petit x, le corps résiduel du point x, du groupe de la fibre de G au-dessus de x est trivial. Ce qui impliquera donc que Ex a un point, donc un Kx point, et ce qui implique de nouveau par le même argument de l'écité que Ex sur Xx sur le disque formel a une section et donc est un Gx fibré trivial. En revanche, le théorème de Steinberg ne s'applique plus. On n'a plus du tout que ce H1 de Fg est trivial. En général, ce groupe est infini, notamment lorsque G est un corps, un tore non déployé, par exemple. Néanmoins, on remarque que si E est un si E sur X est un G fibré, et si on note classe de E, la classe d'isomorphisme de sa fibre générique, donc cela fait un élément du groupe H1 de F à valeur dans G, donc il n'est pas ni la classe ni le groupe ne sont pas nécessairement nuls, mais néanmoins du fait que la restriction de E au disque formel sont triviaux, alors on a l'image, de classe de E dans les groupes de cohomologie galoisienne locale est trivial. Donc dans H1 de Fx de G est trivial. Du fait que la restriction de E au disque formel est triviale, donc a fortiori la restriction au disque formel pointé est triviale. Donc de sorte qu'on a que classe de E est dans un ensemble de tests Shafarevich qui est donc H dans le noyau de H1 de Fg donc si on met ensemble ces H1 de Fxg, ça va nous faire le H1, on va noter H1 de A de G. Et donc ça c'est un ensemble de tests Shafarevich, de classes de cohomologie qui sont localement triviales. Et
Donc on va noter ceci, le ker 1 de f de g d'après notation de Korteweg. Et donc, en fait, sert à démontrer que on a toujours, lorsque K est un corps fini, et G un groupe réductif, un schéma en groupe, lisse de type fini sur X de fibres génériques réductifs alors cet ensemble, s'il n'est pas nul, au moins il est fini. Est un ensemble fini. Et en fait, on verra plus tard dans le second cours que c'est en fait un groupe abélien fini. On fait un groupe abélien fini. Alors je dis tout de suite que, la raison principale pour que ce groupe soit un groupe abélien est qu'en fait il est trivial. Dans le cas où G c'est un groupe semi-simple simplement connexe. Et la différence entre G et un groupe semi-simple simplement connexe est un tore. De sorte qu'en fait la différence est un tore, qui fait que ce ker AFG se calcule sur les tores, donc a fortiori c'est un groupe abélien fini. Donc je remarque tout de suite un théorème de Kneser qui dit qu'en fait le H1 de FG est trivial si G est semi-simple, si G de F est semi-simple et simplement connexe. Donc, a fortiori, le ker 1 de FG est aussi trivial. Et en général, le calcul de ker 1 de FG, en général, se ramène à ce cas, au cas simplement connexe. SC pour simplement connexe. Voilà. Donc voilà, on obtient donc une description du groupe 8 de G fibré comme suit. Donc sous les hypothèses que je vais préciser avant, que je vais redire oralement, que j'ai un schéma en groupe lisse de type fini sur une courbe de fibres génériques réductifs et de tous ces fibres sont connexes. La courbe X étant projectif et lisse sur un corps fini, alors on a fibre de G et donc équivalent à une réunion sur l'ensemble de Tesh-Shafarevich, donc qui est enfin un groupe fini, ker 1 de FG, donc c'est un iota. Je vais écrire la formule, donc G de A divisé par G de O de A à droite et à gauche par G iota de F. Donc vous voyez qu'on utilise la classe iota pour tordre G. On obtient donc un nouveau groupe, une autre forme, une forme de G sur F, le G iota. Cette forme étant triviale, donc c'est isomorphe à G sur les adèles, de sorte que ce quotient a bien un sens. Et on sait aussi que cet ensemble est fini. Donc c'est une réunion disjointe des ensembles relativement similaires, sauf qu'on devra tenir compte de la non-annulation de ce groupe de Tesh-Shafarevich. Et donc K est un corps fini,
on pourrait développer, donc on aura la masse de fibre de G devient une intégrale, donc on a une somme sur iota donc Ra de F de G, donc c'est un volume de ceci, du quotient automorphe de G de A divisé par G iota de F pour la mesure de R. Donc c'est une mesure invariante sur G de A qui est normalisée de sorte que G de OA prend le volume 1. Donc, et en particulier, si la fibre générique de G est simplement connexe, donc ça fait disparaître la sommation sur Ra de Fg qui est alors un ensemble, un élément. On aura fibre de G et ce volume. D de G, où dG est normalisé de sorte que le groupe compact G de OA soit de volume 1. Et bien entendu, vous voyez bien que ceci est relié à une des conjectures d'André Weil, c'est que c'est relié à la conjecture de Weil sur le nombre de Tamagawa. Donc ceci, je ne vais pas passer trop de temps à parler de ces conjectures. Disons que on a il existe une mesure canonique lorsque G est semi-simple. Il existe une mesure canonique de Tamagawa sur G de A définie à l'aide d'une forme différentielle invariante. Une forme différentielle rationnelle et invariante. Donc, si on a une forme différentielle de degré maximal rationnel, cela donne des mesures sur les groupes G de Fx sur chaque point. Et sous l'hypothèse que G est semi-simple, le produit de ces mesures définit une mesure sur G de A. Ça ne marche pas pour les groupes réductifs, ça ne marche pas pour GM, par exemple, il y a un problème de convergence, mais ça marche pour les groupes semi-simples. Ça définit bien une mesure. Et en plus, cette mesure est indépendante du choix de la forme différentielle invariante du fait de la formule de produit. Si on change une forme différentielle par une autre, le rapport entre les deux formes différentielles est une fonction rationnelle sur f, et on applique la formule de produit, la valeur absolue, le produit de valeur absolue de cette fonction rationnelle sur toutes les places de x vaut 1. Cela fait que la mesure ainsi définie est indépendante du choix de la forme différentielle invariante.
Et l'autre, c'est mesure D, taux de G, taux pour Tamagawa. Et la conjecture dit que si G est semi-simple et simplement connexe, donc si G de F, c'est la fibre générique, alors on aura le volume de G de F sur G de A par rapport à la mesure de Tamagawa égale à A. Donc, vous voyez bien que entre ces deux nombres-là, le rapport entre ces deux nombres est bien entendu le rapport entre D de G et des taux de G. Alors, dG est normalisé pour que le volume de G de O1 égale à 1, alors que des taux de G est défini d'une toute autre façon, défini par une forme différentielle. Et le rapport consiste donc à évaluer le volume de G de O de A par rapport à des taux de G. Et donc la conjecture se réduit au fait que le fibre de G est une identité entre la masse de fibre de G d'une part et le volume ou l'inverse de ce volume de G de O de A par rapport à la mesure de Tamagawa. Donc ça c'est un théorème dans le cas de corps de nombres, c'est un des premiers théorèmes de Robert Langlands pour le cas des groupes de Chevalley, des groupes déployés, qui a été ensuite généralisé à tous les groupes par Kinfela et ensuite par Kortwitz. Dans le cas de fonctions, c'est un théorème de Lurie, Guesgouille-Lurie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc c'est tout ce que je voulais dire sur le comptage des fibrés. Donc d'abord, on a le comptage des fibrés vectoriels, et ensuite on a le comptage de tous les G fibrés pour tous les schémas en groupe, liste de Tifini, de fibres réductives en quelque sorte, sur une courbe définie sur un corps fini. Et maintenant, on va passer à un problème de comptage qui est légèrement plus compliqué, mais en fait qui ouvre un champ beaucoup plus large et qui inclut en particulier la fibration de Hitchin, mais pas seulement. Et en fait, c'est une construction qui est si générale, qui englobe beaucoup de constructions connues dans la théorie des formes automorphes. Donc, on va donc comptage des G fibrés avec structure additionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est la structure additionnelle qu'on veut mettre? Donc, en plus du schéma en groupe G, sur la courbe X, c'est toujours un schéma en groupe lisse de Tifini, de fibres génériques réductives, et aussi on suppose souvent que tous les fibres de G sont connexes. On se donne en plus un morphisme, un X-schéma qu'on appelle M sur X, qui est muni d'une axiome de G. Donc c'est simplement dire que G fois X au lieu de M sont morphisme vers M qui satisfait la condition des axiomes d'action, d'axiome d'associativité bien connue, usuelle. Et donc, on va chercher à comprendre le groupe 8 M rond qui consiste en des couples E et phi où E est un G fibré sur X et phi est un M champ.
Qu'est-ce qu'un M champ? C'est une section de X dans M de E, où ME c'est M, mais tordu par le G fibré E. Donc ME, c'est par définition, c'est M fois X fois E G. Donc autrement dit, c'est M fois X au-dessus de E. Fois E au-dessus de X divisé par l'ensemble de G, l'ensemble diagonale. Donc G agit simultanément sur E. C'est une action sans point fixe. Et localement, ME est isomorphe à ME. Du moment qu'on arrive à trivialiser E, ME c'est la même chose que M. Et la différence est dans le cocycle, et dans le G fibré, bien entendu. Et on note que c'est littéralement la même chose, c'est vraiment la même chose que phi, une section de X vers le champ quotient. Donc on ne va pas s'étendre entre les champs algébriques aujourd'hui, mais vous pouvez. Ici, c'est vraiment une définition. Donc il n'y a pas de beaucoup à élaborer. On va plutôt se concentrer sur la première définition qui est un peu plus explicite. Alors bien sûr, lorsque M est un point, si M est juste X, donc avec la somme triviale de G, alors M est bien sûr le fib G. Tout simplement le groupe des G fibrés comme on l'a considéré auparavant. Et en général, on a bien sûr le morphisme de M vers fib G qui consiste à l'oubli du M champ, l'oubli de phi, donc E phi s'envoie sur E. Donc ça c'est un côté extrêmement général. On va maintenant bien, on va d'abord
on va d'abord considérer ce problème dans le cas le plus simple. Dans le cas où M, un exemple très simple, supposons que G est défini sur le corps de base K et H est un sous-groupe de G qui est défini sur K aussi. Et on va prendre pour M, on va considérer M simplement G fois divisé par H fois X. Donc dans ce cas-là, ce qu'on a fait ici, c'est que M est une couple, comme si c'est l'ensemble des couples, E phi, où E est un G fibré. Et phi est une section de X, c'est un morphisme de X vers le fibré G fois H tordu par E. Et d'après un théorème bien connu d'Ereshman, ceci n'est rien autre que EH d'un G, un H fibré. Sur X. Donc ça c'est Ereshman. Et donc on a le morphisme de M vers fibre G et simplement identifié vers fibre de H. Donc ce problème de M champ inclut en particulier des morphismes de fibre H vers I fibre G, où H est sous-groupe de G, via le théorème d'Ereshman. Et notons que ce morphisme est raisonnable, c'est joli, plus joli que dans le cas où si G sur H est affine ou quasi-affine, alors fibre de H vers fibre de G est un morphisme de Tiffiny. Donc on n'a pas développé assez le langage de champ algébrique, et donc ceci a priori n'a pas de sens parce qu'on a fibre de G pour l'instant c'est un groupoïde, mais ici admettons que lorsqu'un cas est confini, c'est essentiellement dire que la fibre de H vers fibre de G, les fibres de ce morphisme sont des ensembles finis. Alors c'est faux. Ceci est faux lorsque j'ai c'est faux sans l'hypothèse affine. Par exemple, si H est le Borel, le sous-groupe de Borel, alors ce morphisme de fibre dont H égale à B. Alors, ce morphisme de fibre de B vers fibre de G n'est plus du tout de Tiffiny. Donc ça c'est un morphisme qui interviendra dans la théorie de série d'éléments géométriques. Mais on ne va pas considérer ce cas-là. On ne va pas regarder ce cas-là. On va plutôt supposer que le cas où G sur H est au mieux affine ou au pire quasi-affine. Bien. On va chercher en quelque sorte de réduire le cas général, l'étude de champ de M champ à ce cas-là, quelque chose qui ressemble à ce cas-là, au cas de l'espace homogène. Et pour cela, on va faire appel à la théorie des invariants géométriques.
En fait, je ne vais pas rappeler cette théorie, mais je vais faire des hypothèses qui ont quelque chose de conclusion de cette théorie. Je vais supposer que, donc, hypothèse, et que le quotient de M par G, donc ce quotient avec double barre, c'est le quotient au sens de la théorie des invariants géométriques, et par définition le spectre au-dessus de X, de l'algèbre, de OX algèbre, c'est l'image directe, c'est les fonctions sur M relativement à X, et puis les invariants sous G. Donc dans la théorie des invariants géométriques usuels, on se place au-dessus d'un corps de base, d'un corps, et ici on se place sur une courbe. C'est ça la différence. Et je prends les hypothèses que cette algèbre est une hypothèse, que ceci est un OX algèbre de type fini. Donc, dans beaucoup de cas, ça résulte de la théorie des invariants géométriques. Et donc, on aura un morphisme, donc ici PM, et donc on a un morphisme de M vers X, donc ça c'est PM. Donc ça se factorise par ce quotient invariant A. Donc sur A, le G agit trivialement. Donc on a un morphisme de M des coupes E phi vers l'ensemble A rond qui sont les sections de X au-dessus de A. Vous voyez bien que si on a si on tord M par un G fibré, le quotient invariant ne change pas. Et la donnée d'un phi ici nous donne une section petit a ici. De sorte qu'on a bien une morphisme de M rond vers A rond, où A rond c'est l'ensemble des sections de A au-dessus de X. Dans le cas de la fibre de Hitchin, A se trouvait une fibre vectorielle, mais en général ce n'est pas une fibre vectorielle. Mais on peut quand même le décrire comme l'intersection de l'ensemble de F points de A intersecté avec l'ensemble des points adéliques, des points rationnels de A. Donc maintenant, une fois qu'on a par ce morphisme, on a une décomposition de M en des sous-groupes M de A avec A dans A. MA, c'est bien entendu la fibre de M au-dessus de la section petit a. Donc ça c'est la version la plus générale de la fibre Hitchin, c'est la fibre Hitchin généralisée. Et le groupe 8 MA, il ressemble déjà beaucoup au cas homogène là-dessus. Donc, mais MA et donc est l'ensemble de points de E phi, où E est un G fibré. Et
phi est une section de MA tordu par E. Donc c'est la même chose que, c'est même des choses que M, sauf qu'on a remplacé M par MA, où ici MA n'est autre que en quelque sorte l'image réciproque de l'image de la section A. Donc on forme le produit fibré. Voilà. Pour chaque A, on a ce MA, dans la partie de M au-dessus de la section de A. Et on a bien des compositions de M rond en une réunion disjointe de M rond A. Et quand on donne une structure algébrique à tous ces groupoïdes, ceci est un morphisme. Et c'est le morphisme de Hitchin. Et maintenant, on peut aller un peu plus en détail dans la description de MA elle-même pour voir dans quelle mesure cela ressemble au cas d'espace homogène considéré plus haut. On va maintenant considérer une décomposition un peu plus raffinée en considérant en plus du cosine invariant, on va considérer des orbites. Dans la plupart du temps, les fibres du morphisme cosine invariant sont des orbites. Mais il se trouve qu'il y a des fibres qui ne sont pas des espaces homogènes. Il peut même y avoir un nombre infini d'orbites. Donc on va l'écrire comme suit. Donc on va considérer des compositions plus raffinées selon les orbites de G eta bar, donc la fibre géométrique générique de G sur M eta bar. Donc si alpha est une telle orbite, qui est en plus définie sur eta, alors on aura un sous-schéma, on aura M alpha, un sous-schéma localement fermé de M de F qui lui est un espace homogène. Espace homogène sous l'action de G eta. Et on va considérer M alpha bar, l'adhérence schématique de M alpha dans M. Et donc on peut considérer évidemment le même problème de M alpha et donc maintenant l'ensemble des couples E phi. Maintenant les M alpha champs. Donc on remplace M simplement par M alpha. Donc on a E phi qui va dans X dans M alpha tordu par E. Voilà. En plus, on va considérer, pour ne pas avoir de répétition, on va considérer le sous-groupoïde M alpha plus qui sont des couples E phi avec phi qui va dans X dans M alpha E, mais on demande que la pointe générique eta, pardon, ici doit être M alpha bar, donc ici c'est M alpha bar,
Mais au point générique, on va dans M alpha. Donc voilà, avec ça, il est relativement clair. Si on réfléchit un peu, principe, on aura une décomposition de M dans les M alpha. Donc M alpha aussi donc si M alpha s'envoie sur A, donc ça c'est du raffinement de la décomposition précédente. Mais à la différence de cette décomposition qui est vraiment un morphisme de champ algébrique, ceci ne l'est pas. Mais le M alpha plus ici ressemble plus au cas d'espace homogène. Dans le sens suivant, donc si on suppose, on a une description de M alpha plus qui ressemble, donc est analogue au cas homogène, donc au cas G sur H. Pour simplifier, on va supposer qu'on se donne, on a supposons qu'on a gamma dans X dans M alpha bar avec le X s'en va état gamma de X est dans M alpha. Et si on alors si on appelle H le stabilisateur de G de ce gamma, donc ça fait évidemment le M alpha ce n'est autre, donc ça c'est au point générique. Donc au point générique le M alpha est donc on se ramène plus ou moins au cas homogène précédent et supposons que K est algébriquement clos par le même procédé de comptage auparavant. On aura la formule suivante, donc M alpha plus sera décrit comme l'ensemble de G dans GA divisé par G de OA. Tel que G-1 de gamma soit dans M alpha bar O de A et on divise à gauche par H de F. Voilà. Vous voyez l'analogie avec le cas précédent. Dans le cas d'homogène, on a simplement H1 sur H de F. Dans ce cas-ci, on a un ensemble plus compliqué, mais qui n'est quand même pas très loin d'être, qui est un peu plus grand que H de A. Alors, mais le point essentiel est que en fait, le groupe par lequel nous cautions c'est le même. C'est le groupe H de F où H est le stabilisateur de gamma. On a fait apparaître un nouveau point gamma, un nouveau sous-groupe. Alors, faisons un exemple. Où G est GM et M est la droite affine A de 1. Donc, avec GM agit sur la droite affine par
par la multiplication scalaire, alors on voit bien que M alpha, M ici, et le champ de N et phi. Donc un GM torseur, un GM fibré, ce n'est qu'un fibré en droite, et donc N est un fibré en droite. Sur X, et phi est une section globale de L. Et on a un sous-groupe pour M+, qui consiste en des N phi, comme ci-dessus, avec phi non nul, avec des sections non nulles. Alors bien entendu que ceci n'est M+, c'est la même chose que l'ensemble de diviseurs effectifs de X. Donc qui est purement adélique. Oui. Donc dans ce cas-ci, H est trivial. Donc on n'a pas de H de F. Et cet ensemble-là est l'ensemble des diviseurs de X. Donc c'est ça cet ensemble qui a la flaveur comme un ensemble de diviseurs effectifs, un point général. Donc en général, on peut définir, on remarque en général, on a H de 1 agit sur cet ensemble. Donc on peut considérer le quotient de N alpha plus. Donc vous voyez que donc cet ensemble-là est en quelque sorte l'ensemble de diviseurs, et on a le morphisme de M alpha plus vers N alpha plus, donc de fibres H de A divisé par H de F. Donc vous voyez bien dans un cas homogène, M et G sur H, c'est tout ce qu'on a. C'est ça c'est un quotient automorphe de H1 par H de F, mais dans ce cas général, on doit tenir compte de ce N alpha plus qui est purement adélique, qui est en quelque sorte une généralisation de l'espace des diviseurs effectifs. Et bien sûr, ici, on suppose que K est algébriquement clos. Alors, la structure est un peu plus compliquée dans le cas où K est encore fini, parce que dans ce cas-là, ce morphisme n'est plus surjectif. De nouveau, à cause des problèmes de cohomologie galoisienne. Donc, pour simplifier, on va supposer que H est un groupe commutatif. Donc, supposons, donc c'est dans le cas, souvent c'est H est un tore. Donc H de F est un tore. Alors, en chaque point de N alpha plus, on aura une classe de H on aura une classe de cohomologie, une classe locale de H, et la condition nécessaire suffisante pour que la fibre soit non vide et que cette classe soit dans l'image
de cohomologie locale. Donc l'étude de ce morphisme sur le corps fini se ramène à l'étude du coquer, du conoyau de ce morphisme. Vous voyez bien que dans cette situation plus générale, il y a deux groupes de cohomologie galoisienne qui vont intervenir, aussi bien le Ker 1, le groupe de Tesfaye-Revich, que le co-Ker 1, le conoyau de la même flèche. Et le fait que ce groupe est non trivial et dans le cas de fibre de Hitchin est responsable du phénomène d'endoscopie qu'on va développer dans toute la suite de ces séries de cours. On est presque terminé pour le cours d'aujourd'hui. Je note simplement pour finir que ici j'ai développé une étude, j'ai esquissé une étude de ce groupe M rond, en décomposé d'abord en des fibres de Hitchin généralisées en quelque sorte, et ensuite je décompose rapidement avec qui est fondé sur les orbites au point générique, et au cas où le point générique est une orbite, on arrive à décrire un groupe M alpha plus qui est fibration au-dessus d'un espace purement adélique. Donc de fibres qui est quelque chose comme l'espace de fibré de H. Sauf qu'ici, il y a des obstructions, aussi bien qui viennent du noyau que du conoyau, du morphisme du local au global en cohomologie galoisienne. D'un autre côté, on se souvient qu'on a bien un morphisme de M vers fibre G. De sorte que le comptage de M peut s'exprimer aussi en poussant, on fait une intégration sur les fibres de ce morphisme de M vers fibre de G, et ensuite de faire une intégration sur fibre G. Alors, la fonction qui s'obtient en intégration par les fibres, c'est une fonction θ. Et la fonction θ est de nouveau une fonction finie, lisse, que la fonction θ. L'intégration peut ne pas être convergente, mais en principe, on pourra considérer la décomposition spectrale de la fonction θ, de sorte qu'on aura, in fine, deux expressions très différentes du comptage de M. D'un côté, comme une intégrale de fonction θ, en développant sur le spectre automorphe de G, et de l'autre, géométrique, en décomposant sur les fibres de Hitchin généralisées ou en plus raffinement en des sous-groupoïdes fondés sur les orbites de l'axe de G sur M au point générique. Et on va essayer de développer tout ceci dans la suite du cours, bien sûr, spécialement dans le cas de la fibre de Hitchin, qui implique beaucoup des hypothèses simplificatrices, mais c'est quand même assez compliqué. C'est l'axiome de G sur l'algèbre de Lie. Ce n'est pas l'axiome la plus générale, mais qui est révélatrice de ce qui se passe en général.